tous. Alors effectivement, on va parler métier de l'immobilier, mais alors là, on va poser l'hélicoptère, hein, c'est-à-dire qu'on va aller au niveau des agences immobilières, on va descendre dans les open space, on va parler des métiers, des gens, des humains qui travaillent dans ce vaste secteur, à la fois chez les acteurs historiques, bien sûr, mais aussi chez les acteurs de la PropTech, les startups de la PropTech, sont quand même des métiers qui occupent, je ne sais pas si vous le savez, mais qui occupent plus de 2 millions de personnes, 2,1 millions de personnes, donc près de 8% de la population active. Ça fait du monde. C'est pour ça qu'il y a autant de monde sur Rent aujourd'hui. Et on est tous d'accord pour dire que le métier de l'immobilier est en pleine révolution. Mais alors, dès qu'il s'agit de parler des métiers, là, on est un peu plus flou. Donc, on va voir avec nos invités qui ont promis, qui ont juré la main sur le cœur qu'ils allaient nous donner des détails concrets, des exemples concrets, des chiffres, des exemples de métiers qui sont en disruption, en évolution, en révolution. On va voir avec eux cela. J'appelle Sophie Audebert. Vous êtes DRH du groupe Nexity. Venez nous rejoindre. Vous pouvez vous installer là. Ouais. Voilà. Alors, Nexity, c'est un acteur qui couvre, je vous présente en 2 minutes, on va faire un tour de table, qui couvre tous les acteurs de l'immobilier, comme vous le savez, et quasiment tous les métiers. On peut dire que vous en avez combien, Sophie, d'ailleurs, des métiers ? Allô, oui, c'est aujourd'hui, je pense, on dit habituellement que nous couvrons 160 métiers de chez Nexity. Je dirais même, si on les comptabilisait vraiment, qu'il y en a un peu plus. Bon. Donc, on va voir avec vous comment les innovations tech qu'on a vues, qu'on voit sur Rent, impactent directement vos recrutements et vos métiers actuels. J'appelle Alexis Echen. Merci Alexis de nous rejoindre. Vous êtes directeur exécutif chez Badenoch plus Clark. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. C'est un cabinet de conseil en recrutement et évolution de cadres et de dirigeants. Ça appartient au groupe Adecco. Le recrutement dans l'immobilier, c'est votre quotidien à vous. Alors moi, je suis directeur exécutif de l'ensemble du périmètre technique qui comprend effectivement l'immobilier, donc dans ce cadre fondamental, maîtrise d'ouvrage, en amont, effectivement, investisseurs, utilisateurs, promoteurs, etc. Mais également toute la partie construction et puis le périmètre industrie, conseil et puis supply chain, achat logistique qui paraît un peu lointain, mais finalement pas tant que ça, on en discutera. Ah oui, alors c'est très vaste. Ok, mais vous connaissez très bien les besoins. Oui, ça fait une vingtaine d'années que je recrute moi dans le domaine. Et les besoins des acteurs historiques notamment, ce qui permettra d'éclairer aussi les besoins de ce secteur. Vincent Pavanello, est-ce que vous voulez bien venir nous rejoindre ? Vous êtes cofondateur, on vous fait bouger, cofondateur de Realestech, donc c'est l'association qui regroupe les startups liées à l'immobilier, la PropTech. Et vous avez une actu, vous êtes rapporteur de la mission sur l'accélération de l'innovation dans le logement. Et vous avez remis votre rapport, je crois, ce lundi. Oui, ce lundi. Rapporteur pour le ministre du Logement. Pour le ministre du Logement. Donc vous l'avez remis au ministre du Logement. Ce rapport, il sera rendu public quand, vous savez ? Courant novembre. D'accord. Donc vous poussez, c'est pour ça qu'on tenait tellement à vous avoir, vous poussez pour intégrer justement des nouveaux profils dans cette profession et vous allez nous donner plus de détails. On trouve que c'est bien en tout cas, je ne sais pas si on pousse ou quoi, mais on trouve que c'est très vertueux. Je vous ai senti très militant pendant la préparation. Thomas Venturini, voilà, vous êtes le CEO de Libercase. Merci beaucoup aussi de nous rejoindre. Alors Libercase, c'est une agence, vous savez, ça fait partie des agences nouvelle génération. Donc ce sont des agences qui fonctionnent avec une commission fixe, vous allez nous en dire un petit peu plus, mais aussi avec plus de services qui accompagnent. La promesse, c'est ça, c'est d'accompagner au plus près le consommateur. Vous recrutez cette année et vous allez aussi nous parler justement des nouveaux profils qui vont travailler avec vous. Et vous allez notamment nous parler de l'agent augmenté. Ça, c'est assez intéressant. Oui. Alors, je commence avec vous, Sophie. On va faire 3 parties. D'abord, l'impact des innovations. Ensuite, on va parler des nouveaux profils dans cette première partie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, notre plan, voilà. D'abord, l'impact. Ensuite, on se demandera aussi comment on peut attirer des nouveaux profils. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce secteur n'est pas forcément perçu comme très attirant. Vous verrez, on a des chiffres. Et on terminera, donc ne partez pas avant la fin, on terminera par un petit exercice de prospective sur les métiers du futur, les métiers d'avenir. On va lâcher nos imaginations et on vous fera participer si vous voulez aussi. Sophie Audebert, alors l'impact des innovations technologiques et numériques sur votre entreprise, sur vos recrutements en particulier. On parle de 3D, d'IoT, de Big Data, de SaaS, etc. Tout ça, ce sont des techniques, des technologies. On laisse passer.
Voilà. Ah. C'est toujours pas ça, hein. Silvia Di Pasquale. C'est pas très difficile, mais bon, c'est pas grave. Donc, on revient, après cette page de pub, on revient à notre débat. Donc, vous avez intégré ces innovations chez Nexity. Racontez-nous quels sont les profils qui finalement ont bénéficié de ces innovations et qu'est-ce que ça a changé chez vous? Alors, Nexity, déjà, c'est environ 10 000 collaborateurs. On disait 160 métiers, voire un peu plus. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire qu'en fait, on a une grande diversité dans nos métiers. Et chez Nexity, nous n'avons pas souhaité, comme d'autres ont pu le faire, créer une direction de l'innovation. En fait, on considère, et Alain Dinin, le président, considère que l'innovation, elle est partout, elle est diffuse, elle est dans tous nos métiers. Et chacun doit utiliser cette innovation au service de nos clients. C'est ce qui nous anime tous dans notre quotidien. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'en fait, dans notre façon de travailler, quel que soit le métier historique de Nexity, parce qu'on parle bien d'un acteur historique, on va pouvoir bénéficier de ces nouvelles technologies pour rendre la vie plus facile à nos clients. Et si elle est plus facile à nos clients, vraisemblablement, elle sera plus facile pour nous, pour nos collaborateurs. Alors, je vous donne quelques exemples précis, parce que parfois, on se dit finalement en quoi un gestionnaire de copropriété, je prends le métier qui historiquement est parfois jugé un peu le plus ingrat. Et en fait, pour nos gestionnaires de copro, il faut savoir que ce n'est pas un métier qui est toujours facile. Il y a beaucoup d'assemblées générales le soir. Et aujourd'hui, les convocations sont envoyées de façon dématérialisée. Les signatures sont faites de façon électronique. Et donc, la vie au quotidien de ces collaborateurs a été modifiée parce que c'est aussi plus facile pour un copropriétaire d'avoir un certain nombre d'outils à sa disposition lorsqu'il va en assemblée générale. Donc ça, c'est un exemple. D'autres exemples, lorsqu'on parle de promotion ou de négociateurs, de conseillers de transactions, lorsqu'on vend un appartement, donc on reçoit de la clientèle, avoir des outils qui permettent à un client d'être plus en immersion, d'avoir une vision immersive de son futur appartement, de pouvoir se projeter. C'est pas facile pour tout le monde. Et donc, ça veut dire que la relation du vendeur à son client, elle va changer. Il a de nouveaux outils pour travailler et donc il a un peu plus de temps. L'explication va être différente. La façon dont il va aborder et conseiller son client va évoluer. Et donc, en fait, je dirais, il n'y a pas sur certains métiers, je vous en parlais, il y a une vraie rupture et un vrai appel à des nouveaux profils beaucoup plus tech. Mais c'est l'ensemble de nos métiers qui ont évolué. En fait, un inspecteur technique, par exemple, lorsqu'on gère des actifs immobiliers, pour le compte de grands institutionnels, on doit aller s'assurer que l'immeuble se porte bien, que tout va bien, et donc on doit à son client de faire des visites. Eh bien, il est important pour l'inspecteur technique qui va se déplacer beaucoup dans sa journée, d'y aller avec une tablette, de pouvoir faire des photos en instantané, de les envoyer très rapidement à son client pour montrer l'état de son investissement, parce qu'on parle bien d'investissement, et puis ça entraîne toute une chaîne collaborative en interne chez Nexity, c'est-à-dire que le collaborateur qui va faire ses photos, qui va faire un rapport de gestion, va l'envoyer immédiatement à ses collègues en gestion, qui eux-mêmes n'auront pas à ressaisir, et donc tout ce temps que l'on espère gagner avec des tâches qui n'ont pas une très grande valeur ajoutée, en fait, on va le mettre à disposition toujours du client et de la relation client, avoir plus de temps pour mieux conseiller, donc de l'innovation, mais toujours orienté vers le client. Après, évidemment, on a aussi des nouveaux collaborateurs qui occupent des métiers donc un peu plus tech, que ce soit au niveau de la direction des systèmes d'information, la direction digital marketing, où là, effectivement, on va faire appel à des lead développeurs, à des utilisateurs de la data, à des data analystes, data scientists, où là, j'en reparlerai un peu plus tard, effectivement, on va chercher des profils sur le marché. Nous, ce qui nous importe, c'est de se dire finalement, l'innovation, les nouvelles technologies, on doit les intégrer tout au long de la vie professionnelle et de la vie professionnelle de nos collaborateurs. Ça veut dire les former, faire en sorte qu'ils soient curieux, qu'ils soient en possibilité et en employabilité pour évoluer, quelle que soit l'innovation qui va arriver. Alors, on se pose toujours la question en tant qu'RH, en disant finalement, quand on dématérialise des factures, est-ce qu'un comptable fournisseur qui le faisait jusqu'alors sur papier, est-ce qu'il va avoir la capacité, comment on va faire pour voir avec lui et lui apprendre? En fait, on se rend compte que ne faut pas douter trop de la nature humaine, que les collaborateurs s'adaptent plutôt bien
à condition qu'on les forme, évidemment. Et c'est ça, à mon avis, le cœur et l'enjeu, en tout cas, de cette innovation. Ce que je comprends bien, en fait, c'est que vous avez augmenté vos collaborateurs. Il n'y a pas de disruption totale sur les profils, en tous les cas, pas chez Nexity, pas maintenant. Mais alors, Vincent, est-ce que vous observez quelque chose d'un peu différent, peut-être dans tous les secteurs, toutes les activités que vous avez observées récemment? Quel impact sur les profils du secteur? Est-ce que vous voyez quelque chose de nouveau? D'abord, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit et je pense que la révolution numérique, dans ce secteur comme dans les autres, elle a plutôt tendance à améliorer les conditions de travail qu'à les détériorer. Je crois que ça, c'est assez vrai. Il y a quand même un mythe assez résistant qui veut que ce soit le contraire, mais dans la vraie vie, le métier d'agent immobilier, le métier, Thomas en parlera, le métier de syndic, vous en avez parlé, je pense que l'IT qu'on est en train de mettre vient plutôt remplacer des tâches très chronophages, sans vraiment de valeur ajoutée, sans aucune créativité, que faisaient les collaborateurs autrefois. Donc je pense que c'est plutôt positif. Il peut y avoir des excès, mais je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Moi, je pense qu'il y a aussi des nouveaux métiers qui vont exister dans le secteur et qui ont trait à ce que j'appelle une forme d'industrialisation du secteur. Alors, je vais parler du secteur de la construction, parce que c'est celui que je connais le mieux et c'est celui sur lequel j'ai travaillé pour la mission, dans le cadre de la mission du ministre. Au fond, la construction telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est un secteur qui fonctionne par prototype. Donc à chaque fois qu'on fait un ouvrage, on recommence à zéro. Donc on arrive sur le site et puis on recommence à zéro. On n'a pas du tout industrialisé la production d'ouvrages, de bâtiments. On l'avait fait dans les années 60 avec la préfabrication. La France a plutôt abandonné, ou en tout cas moins développé que d'autres géographies, cette méthode de construction. Il est clair que, et c'est ce qu'on explique dans le rapport qui sera rendu public, qu'on a intérêt à aller vers ces nouveaux modes constructifs. Plus on va vers ces modes-là, plus on a à apprendre de l'industrie. Et si l'industrie automobile, par exemple, fait 4 à 5 points de gain de productivité par an, là où la construction fait 0 depuis la Seconde Guerre mondiale, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de process, de best practices à aller chercher dans ces secteurs-là. Et donc, alors j'aime bien citer cet exemple, on en avait parlé au téléphone, il y a un groupe de construction qui vient d'annoncer, Léon Gross pour ne pas le citer, qui recrutait comme directeur de la stratégie d'innovation l'ancien directeur innovation du groupe Renault. C'est intéressant comment on va arriver ce nouveau type de profil dans le monde de la construction, des gens qui ont un background plus industriel. Ouais, pourquoi ils ont pris l'ancien directeur d'innovation de Renault? Parce que, comment dire, qu'est-ce qu'il a apporté comme valeur ajoutée? Quelle expertise il avait, d'après vous, qui a pu être transposée dans le secteur de l'IMO? L'histoire de la construction automobile depuis un siècle, c'est le passage de l'artisanat à l'industrialisation. Et c'est le passage de voitures qui, globalement, sont toujours au même prix depuis 30 ans et qui sont beaucoup, beaucoup plus qualitatifs qu'avant. C'est à peu près l'inverse du logement, qui est de plus en plus cher, avec des services qui, parfois, ne sont pas au niveau. Et donc, il va apporter une rigueur industrielle, une réflexion en termes de process, qui parfois, ou en tout cas qui existait moins dans le secteur de la construction. Et il y a un autre exemple qui est assez fort, c'est aujourd'hui la boîte la plus innovante dans l'industrie de la construction à l'échelle mondiale, c'est une boîte qui s'appelle Katera. Je vous invite tous à regarder KATE2RA, qui est une entreprise qui a créé des usines, qui est allée très loin dans la préfabrication. Les architectes, les designers sont intégrés dans l'usine. En fait, les fondateurs de Katera, c'est les anciens dirigeants de Tesla. D'accord. Donc on voit bien quand même qu'il y a une convergence. Alors moi je parle vraiment de la construction, mais je pense que quand Thomas va parler de l'industrialisation du métier d'agent immobilier, non mais je veux pas dévoyer ce que tu vas dire, mais je pense que les besoins qu'il a, c'est aussi des gens qui ont vécu une expérience industrielle dans d'autres secteurs qu'on a industrialisé depuis bien longtemps. Ouais. Donc voilà, c'est pas du tout en opposition avec ce qui vient d'être dit, mais je pense qu'il y a des métiers qui s'augmentent, qui s'améliorent, et il y a aussi des nouveaux métiers qui se créent. Vous me disiez par exemple que le directeur de l'innovation de chez Renault, il avait un truc, une expertise sur les options. Comment est-ce qu'on tune, comment est-ce qu'on personnalise les voitures? On essaie de le transposer à l'immobilier. Comment est-ce qu'on peut personnaliser des appartements? Déjà, c'est vrai que c'est vraiment transposable, ça? Alors oui, je vais venir là-dessus sur la personnalisation, mais avant ça, il a des étonnements, j'allais dire, qui sont hyper sains pour l'industrie. C'est-à-dire quand il arrive en réunion, moi j'étais là pendant les premières réunions, et qu'on lui dit, dans l'industrie du bâtiment, c'est pas l'exception de livrer en retard. L'exception, c'est de livrer à l'heure. Ça, il comprend pas. C'est pas l'exception de livrer avec des défauts, c'est l'exception de livrer sans défaut. Ça, il comprend pas. Parce que lui, dans une logique industrielle, c'est 2% de la production doit être défaillante. Pas plus. Donc il a des étonnements qui sont assez légitimes et qui permettent de faire bouger les choses. Et donc il vient un peu transformer. Et sur la partie personnalisation, il s'étonnait que quand on achète une voiture, par exemple une Fiat 500, process ultra industrialisé, qui vaut 15 000, 20 000 ou 25 000 euros, on a 3 000 options différentes. La Fiat 500, c'est 3 000 options différentes.
C'est fou. Et quand on achète un logement à 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 euros, en fait, globalement, on a 2-3 choix et encore, c'est pas toujours possible. Ce sont des étonnements. Je trouve qu'ils sont légitimes. On aura compris les autres. Avant de vous poser la parole, Thomas, Alexis Echen, avec des acteurs historiques, un peu comme Sophie finalement. Est-ce que vous avez des demandes de nouveaux profils chez vos clients ou alors, on va dire, c'est pas commencé, quoi? Alors, moi j'ai la chance, comme je disais en préambule, d'être sur un prisme qui est relativement large en termes de profil, puisqu'on l'a au niveau industriel, au niveau conseil. Je rejoins tout ce qui a été dit. L'immobilier, on sent effectivement, est un secteur aujourd'hui qui bouge énormément, qui même nous, au niveau du recrutement, ça fait une vingtaine d'années. Moi, je suis ingénieur en construction au départ, donc j'ai démarré vraiment dans le métier de manière traditionnelle avant d'être dans le recrutement depuis 18 ans. Et on sent que c'est le secteur de l'immobilier qui donne toujours le là. Donc ça, j'insiste sur le fait que c'est un secteur fondamental. Les crises naissent d'ailleurs en général de l'immobilier. C'est un apport de valeur très important au niveau mondial. Donc ça donne effectivement un gros tempo. Il y a une transformation de la chaîne de valeur actuelle, effectivement avec le BIM, l'IoT, etc. La réalité, c'est quoi aussi? Et par rapport à ce qui a été dit avant, l'industrialisation, et ça me plaît parce que je travaille aussi beaucoup sur l'industrie. D'abord, il y a une spécificité française. On ne construit pas, on ne conçoit pas pareil en France qu'à l'étranger. Il y a une approche d'ingénierie globale anglo-saxonne qui n'a rien à voir avec le mode de fonctionnement en France. Et puis, il y a la notion foncière en France qui est aussi très impactante. Ouais. Le coût d'un appartement, ça dépend aussi beaucoup de la localisation. Donc, effectivement, le prix du mètre carré à Auteuil n'est pas le même que dans la Creuse. Pour autant, par rapport au métier, en effet, nous, ça ne se transforme pas énormément au niveau immobilier. Là, mais on le sent pour autant du côté, par exemple, conseil, où aujourd'hui on a des demandes assez importantes sur la partie data scientist. On va nous demander justement des gens qui vont intervenir sur tout ce qui va être prédictif et lié à la maintenance des bâtiments. Ça, c'est des sujets qui sont clairement en train d'arriver actuellement. Ou alors toute la partie responsabilité, je l'ai fait pour un institutionnel il n'y a pas longtemps, qui cherchait un responsable, par exemple, de toute la partie des systèmes de performance environnementale. Donc là, clairement, j'ai tant de mètres carrés, centaines de milliers de mètres carrés, je vais en assurer la gestion, comment j'anticipe. Voilà. Ça, c'est des sujets qui arrivent sur la table. Mais aujourd'hui, n'oublions pas que l'immobilier, au sens où on l'entend, promoteur, maîtrise d'œuvre et construction, je vais un peu l'étendre, on fait face à une pénurie de talents. Donc en termes de développement, donc ça veut dire trouver concrètement des terrains pour construire, etc. De gens pour réaliser, on va pouvoir l'industrialiser, il va se transformer, on en parlera peut-être, l'impression 4D, etc. Pour autant, aujourd'hui, les entreprises ont un mal de fou à recruter des directeurs de programme ou des responsables de programme, donc pour suivre les opérations. On assiste effectivement à une venue d'autres profils. À l'époque, j'avais travaillé, je peux le dire, pour un DRH, pour Kaufmann, qui vient, lui, justement de l'automobile. Donc il y a l'idée d'imprimer également un petit peu ça, alors avec M. Sadorni, avec une manière aussi très pushy de voir un peu les choses. Ouais. Voilà. Donc, c'est des choses qui actuellement sont en train de s'ouvrir, mais sur les métiers, nous, qui nous sont confiés, externalisés, ça reste effectivement à 90% des métiers traditionnels, parce qu'on a du mal à trouver les talents. Ok, et donc c'est homéopathique pour l'instant. Exactement. On va le résumer comme ça. Thomas Venturini, donc chez Libercase. Oui. Alors, nouvelle génération d'agences. Moi, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce que vous avez le même type de profil que dans les agences de Sophie? C'est-à-dire des agences, de Sophie, non, de Nexity, parce que Sophie n'est pas propriétaire en propre. Question piège. Est-ce que vous avez le même type d'agent que chez Nexity, pour nous expliquer? Alors, je vais être très franc, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que vous savez pas exactement ce qu'ils font. On n'a pas forcément été interviewé ou cherché les agents de Nexity ou des autres agences. Donc on a rencontré beaucoup d'agents immobiliers, mais c'est la richesse d'ailleurs de l'agence immobilière en France, c'est qu'il y a tout type de profils et qu'en fait ils sont tous différents. Donc je pense que oui, en effet, il y a des profils qui se ressemblent et d'autres non. Donc la spécificité des Libercase, c'est d'attirer. Vous recrutez quel type de profil, en fait, tout simplement. Pour revenir à ce qu'on fait, on a une solution de vente immobilière qui allie humain et technologie. Donc, par définition, on a des humains avec nous et on a aussi de la technologie. La technologie, elle est faite par des humains. Donc, on va recruter deux types de personnes, à la fois des personnes, et je tiens vraiment à en parler parce qu'on est au Rent, New Technology, donc il y a des développeurs derrière, et nous, on est une boîte tech qui fait de l'immobilier. On est là pour apporter de la technologie dans le secteur de l'immobilier. Donc, on a d'ailleurs un plan de recrutement de 30 personnes uniquement sur la partie tech sur les 12 prochains mois. J'en parle parce que c'est un secteur qui est peu connu, ou en tout cas peu sexy aux yeux des développeurs qui sortent d'école d'informatique.
Et de les amener dans le secteur de l'immobilier, c'est un challenge pour les faire travailler sur le workflow de l'agent immobilier. Bah oui, c'est ça. Ça, c'est le premier point. On va en parler en deuxième partie, justement. On va essayer de donner des trucs, justement, pour réussir à les attirer quand même. Sur l'autre partie, en effet, agent immobilier, du coup, je sors un peu du spectre de la construction et du bâtiment. On a en effet un plan de recrutement aussi assez lourd de 400 agents Liberkis sur les 12 prochains mois, ce qui est un vrai challenge et ce qui nous fait poser beaucoup de questions. Et ces agents, ce sont des agents en CDI ou bien ce sont des agents en indépendant? Alors, on en a les deux. C'est-à-dire qu'on a démarré avec des agents en Liberkis salariés, de manière à pouvoir apprendre du marché de manière plus profonde et puis de pouvoir itérer, puisque nos développeurs travaillent main dans la même pièce avec les agents en Liberkis salariés. Et puis on a eu tellement de sollicitations d'agents commerciaux qui souhaitaient en effet garder leur indépendance, mais en même temps travailler sous la brand Liberkis avec la technologie Liberkis, qui les rend plus productifs et probablement plus heureux au travail. Du coup, on a décidé à un moment donné de l'ouvrir parce qu'on était assez robuste sur notre technologie. Donc c'est vraiment un beau mélange entre les deux. Et je me permets de rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure. Merci pour la perche. Il y a en effet beaucoup de mouvements qui se font entre des industries déjà bien avancées sur la technologie et le secteur de l'immobilier. Pour ma part, moi je viens d'Amazon. Quand je suis arrivé dans l'immobilier, c'est suite à une expérience malheureuse où j'ai acheté un bien en investissement locatif. J'ai eu une expérience malheureuse. Et en regardant les métriques du marché, je me suis aperçu qu'il y avait un vrai problème parce que mes exceptions, elles n'étaient pas les mêmes que celles des personnes dans le secteur de l'immobilier. Par exemple, chez Liberkis, on est maintenant une 50aine de collaborateurs. Il y a 3 personnes qui ont fait de l'immobilier auparavant chez Liberkis. On se fait former, on a besoin également de personnes en extérieur qui ont fait de l'immobilier auparavant, mais on veut garder cet œil frais, avec cet œil qui n'est pas encore rompu aux méthodes, pour arriver avec de nouvelles méthodes, apporter quelque chose de nouveau dans la manière dont on vend ou on achète un bien immobilier. Et je pense que c'est très important justement ces passages de secteurs différents sur l'immobilier. C'est pour ça qu'on s'intéresse effectivement aux transfuges en fait, vers l'immobilier. Vous faisiez quoi chez Amazon, pour préciser? J'étais sur de la business intelligence pour le top management France et je m'occupais de comptes clés pour le développement de la marketplace à l'Europe. Ce qui m'a permis d'être confronté à une boîte en forte croissance sur des sujets très tech de scale. Oui, et puis j'imagine que vous avez apporté, vous avez emmené avec vous cette forme de souci de l'accompagnement du consommateur. Complètement. Donc, que vous transposez dans le secteur. Exactement ça. On a été un peu biberonné à ça et chez Liberkis, l'expérience client, c'est le maître mot. Pour faire l'analogie, à l'époque, vous aviez Amazon qui était petit et qui s'est dit l'expérience client dans l'e-commerce, ça passe par la logistique. Et donc du coup, les mecs se sont dit on va mettre tout notre argent sur la logistique, on va devenir le meilleur logisticien. Et ils ont créé du coup un avantage compétitif par l'expérience client sur la logistique. Et aujourd'hui, des personnes disent il faut interdire à Amazon de livrer aussi vite pour que la Fnac puisse s'en sortir. Donc on est en train de dire on va priver des personnes d'une expérience client parce que d'autres n'ont pas fait leur boulot. Et on a la même approche, c'est pour ça que je tiens à rassurer d'ailleurs, excusez-moi je suis un peu direct, mais on a la même approche chez Liberkis, et je rejoins ce que vous dites, la technologie n'est pas là pour remplacer l'humain. Nous on s'est rendu compte que l'expérience client dans l'immobilier et dans le travail de l'agence immobilière passe par l'agent, et donc du coup ce qu'on développe c'est une technologie qui vient créer l'agent augmenté. Et on pense que la barrière à l'entrée de demain sera plus la carte d'agent immobilier, mais sera en effet la technologie de l'agent augmenté. C'est un concept sur lequel on travaille depuis maintenant le début de Liberkis. Et du coup, est-ce que vous pensez que vous allez, ou Vincent, vous pouvez répondre parce que vous vous connaissez bien, parce que j'ai compris. Je vais poser une question à Thomas plutôt. Ouais, allez-y. Je voulais savoir s'il y a une analogie entre Amazon et la Fnac et entre Liberkis et Nexity. Pas du tout, parce que je pense qu'en fait, on s'attache à. Ok, deuxième question piège. On fait notre travail, mais on le fait de manière très ouverte et on se veut pas fermé. C'est-à-dire qu'on veut être en tout cas, on veut aider à être le fer de lance de la profession. Je pense que Nexity le fait aussi. Je pense que il y a peut-être la différence des autres secteurs. Le secteur de l'immobilier étant très fragmenté, ayant de très gros acteurs, finalement il y a une vraie communication entre les grands groupes et les startups. Il y a une vraie volonté des grands groupes de comprendre ce qui se passe au niveau des startups ou des entreprises innovantes. Et du coup, on travaille beaucoup avec les grands groupes. D'ailleurs, un de nos actionnaires est le Crédit Agricole Immobilier. Et c'est des choses que recherchent justement les grands groupes. Qu'on est complètement ouvert. Et est-ce que vous pensez que les agents augmentés dont vous parlez, que vous allez recruter, ont des
compétences un peu nouvelles, enfin je sais pas, ou des capacités ou des soft skills comme on dit, des Complètement. Alors, voilà, après, des capacités un peu différentes des agents qui peuvent exercer chez les acteurs traditionnels, hein, dans les agences traditionnelles, chez Nexity ou ailleurs. je pense que quand on est agent immobilier, il faut être déjà commercial. Ouais. Donc ça, c'est un b.a.-ba. Et quand on dit commercial, on dit social seller, c'est-à-dire on s'intéresse aux réseaux sociaux, on vend plus de la même façon qu'avant, si. Non, je parle de commercial dans l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est on a plusieurs piliers sur lesquels on travaille sur la technologie. Donc, on parlait d'automatisation, on supprime les tâches à non-valeur ajoutée. Ça, on l'efface. Ensuite, il y a des tâches sur lesquelles la technologie n'est pas assez avancée pour remplacer l'humain, mais elle est chronophage, elle est un peu embêtante, mais on ne peut pas encore le faire. Ou alors, c'est des tâches sur lesquelles on veut garder de l'humain. Et donc là, on optimise. C'est le deuxième pilier. Troisième pilier, on s'est rendu compte que comme un avion qui vole, les pilotes ont un cockpit. Il y a un agent, il est souvent sur le terrain, il est souvent devant un client, et donc il faut qu'il soit aussi accompagné là-dessus. Donc là, c'est un pilier de mobility. Et puis le dernier pilier, c'est de l'intelligence. Et là, on commence enfin à travailler dessus parce qu'on commence à avoir un niveau de volume intéressant, parce qu'on fait 2 ventes par jour, qui nous permet d'avoir assez de données et d'apporter de l'intelligence pour avoir une vraie valeur ajoutée qui, par exemple, va dire à notre agent Liberkeys, votre bien, vous allez le vendre, on va lui prédire sa durée et son prix de vente. Donc on va lui permettre de l'accompagner dans sa relation commerciale avec le vendeur, puisqu'il va pouvoir lui dire, au bout du 3e jour, on va le vendre en dessous de 15 jours ou au-dessus de 15 jours. Donc du coup, il va falloir réagir sur la stratégie. Et donc en fait, c'est là où je vous parlais, je reviens à ça, on est une solution de vente immobilière qui allie humain et technologie. La technologie doit augmenter, c'est un peu à l'image du Robocop, qui nos générations le connaissent. C'est ça. Ou toutes, je sais pas. Toutes. Vincent, quand même, en vous écoutant tous, je me demande si finalement les nouveaux profils dont on parle, c'est pas aussi beaucoup de profils IT. Mais alors des profils IT qui arrivent dans l'immobilier et qui vont peut-être travailler sur la blockchain aussi. Mais alors à ce moment-là, ça va être plutôt pour acheter un appartement grâce à la blockchain. Donc on va supprimer des intervenants. Ça va être aussi des professions digitales qui vont disrupter la façon dont on s'assure, etc. etc. Enfin, quand je prends la chaîne de valeur de l'immobilier, comme on dit, je suis très étonnée parce qu'on me parle avant tout de métiers techniques. On ne me parle pas d'autres métiers. Je fais 2 remarques sur... vous avez parlé des 2 millions d'emplois, vous avez parlé de la valeur qu'il y a dans le secteur. J'ai fait un point sur la pénurie de main-d'œuvre et je réponds sur la blockchain. Sur les 2 millions d'emplois et sur parfois le chiffre qu'on sort, et je l'ai eu sorti plusieurs fois, des 15 à 20% du PIB qui étaient directement liés à l'immobilier et à la construction, en fait, c'est pas une très bonne nouvelle. C'est même plutôt une mauvaise nouvelle. Si on regarde la microéconomie de base, cours de seconde ou de première, elle nous explique que plus les pays se développent, plus elles consacrent une part importante de leur PIB à ce qu'on appelle les biens supérieurs, santé, éducation. Et plus une économie se développe, et plus elle consacre une part faible à ce qu'on appelle les biens de première nécessité, les biens primaires. Donc vous prenez la part du PIB ou le budget des ménages, parce que le PIB, c'est qu'une agrégation de le budget de tous les ménages du pays. Parce que les gens consacrent à l'alimentaire, décroît dans tous les pays depuis 50 ans, dans tous les pays développés, de manière incontestable. Aujourd'hui, un Français, il consacre entre 5 et 7% de son budget à l'alimentation. La mauvaise nouvelle, c'est que le secteur immobilier est dans la mauvaise catégorie. Alors même que c'est un bien plutôt de première nécessité, avoir un toit, sa part dans le PIB fait qu'augmenter. Il faut toujours plus de gens pour construire autant de logements. Ça veut dire qu'on ne fait pas de gain de productivité. Parce que 2 millions d'emplois, ça ne veut rien dire en tant que tel. Mais il y avait déjà 2 millions d'emplois il y a 30 ans pour faire le même nombre de logements par an. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fait de gain de productivité. Donc moi, je préférais qu'on ait peut-être moins d'emplois, ou alors qu'avec le même nombre d'emplois, on fasse plus de production. Mais je trouve qu'à chaque fois, se dire que c'est un gros secteur, donc c'est bien, non, en fait, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Je referme cette parenthèse, mais je pense que c'est important. Sur la pénurie de main-d'œuvre, c'est hyper intéressant, et vous avez parlé du foncier aussi, j'aime bien faire le lien entre les deux. En gros, en Ile-de-France, chaque année, il y a 80 000 logements qui obtiennent un permis de construire. Et il y a à peu près 70 000 mises en chantier, parce qu'il y a 10 000 de déperdition décalées dans le temps. Le secteur peut faire 55 000. Donc c'est-à-dire que demain, on peut libérer des tonnes et des tonnes et des hectares de foncier. Personne ne veut venir construire. Je pense que vous le vivez tous les jours en tant que promoteur Nexity. Donc c'est pas un petit sujet.
C'est un énorme sujet, le problème de pénurie de main-d'œuvre. Alors c'est vrai dans tous les pays développés, là aussi aux US, au UK, c'est une catastrophe aussi, mais en France, on a un vrai problème de personne qui veut venir sur le chantier. Et quand on dit pénurie de main-d'œuvre, c'est à la fois sur des qualifications de base, mais aussi sur des métiers cadres, des métiers d'encadrant, chef de chantier. C'est assez général. Alors la solution qu'on trouve en France depuis 10 ans, c'est de faire venir des Polonais sur les chantiers. Il ne faut pas se mentir non plus. C'est aussi là qu'on a j'allais dire, on a fait des compromis qui sont contestables aussi. Et là où je pense que l'industrialisation peut avoir une vertu, c'est que d'abord, il faut être très à l'aise sur la robotisation. Autant dans d'autres secteurs, on peut dire les robots vont prendre la place de l'humain, autant dans la construction, il y a une telle pénurie de main-d'œuvre que honnêtement, je vois pas comment on peut critiquer les robots en disant qu'ils vont prendre la place de gens, parce que c'est pas le cas. Donc robots peintres, robots poseurs de briques, toute la robotisation du chantier, c'est une super nouvelle pour le secteur. Voilà. Mais l'industrialisation, la promesse de l'industrialisation, c'est de rendre productif des gens qui ne l'étaient pas. Moi, je suis incapable de construire une voiture. Par contre, vous me mettez dans une chaîne de production efficace, je ferai mon job. On peut imaginer un peu la même chose dans le secteur du bâtiment. Au fond, une chaîne de production assez bien huilée, avec des process bien réfléchis, va permettre de réattirer dans un secteur où on a plutôt besoin de compétences dans la manière dont il fonctionne aujourd'hui. On pourra aller chercher des gens plus loin de l'emploi, moins compétents, mettre dans les usines et du coup participer à l'effort de construction dont on a besoin. Donc je pense que l'industrialisation, elle permet ça. Et le dernier point sur la blockchain, moi je suis très critique. C'est lié à ce que je dis sur la productivité, ça a été dit très largement pendant le salon. C'est le secteur de l'immobilier, je ne parle pas de la construction, a un tel retard dans l'appropriation des nouvelles technos par rapport aux autres que le sujet, c'est pas tellement l'IA ou la blockchain, c'est juste essayer de prendre ce qui se fait bien à côté. C'est souvent de la low-tech, c'est souvent des algorithmes de base, mais qui n'existent juste pas. Donc déjà, essayons d'avoir ça, et si on a direct des développeurs sur ce sujet-là, je pense, et puis après on leur vendra l'IA, le blockchain, mais je pense qu'il ne faut pas non plus prendre les développeurs pour des imbéciles. Quand on leur dit venez super, vous allez faire de l'IA, de la blockchain, et puis qu'en fait ils font des algorithmes, je pense qu'il y a un peu trop pris sur la marchandise. Donc je pense qu'il faut un discours de vérité, c'est aussi une bonne façon d'attirer les gens. Voilà, de leur dire vous allez participer à un effort de rattrapage du secteur, c'est assez enthousiasmant. Mais il ne faut pas parler d'IA ou de blockchain. On n'est pas là, sauf pour quelques boîtes. On va parler justement maintenant de l'attractivité du secteur. Je ne sais pas s'il y a des recruteurs dans la salle qui éprouvent évidemment des difficultés comme vous pour attirer. Il y a une étude EY aussi qui disait que 49% des dirigeants et 49% des étudiants de la filière considèrent cette filière comme moins innovante par rapport aux autres filières de l'économie française. Ils ont raison. Bon, alors on est chez Rent, on est sur Rent, donc on voit quand même que ça bouge, que ça change, peut-être qu'il faut y aller par petits pas, mais la question que je me pose, moi, c'est quoi finalement est-ce qu'il y a une arme fatale, Sophie, pour attirer des compétences sur ce secteur, parce que Vincent, vous nous avez bien déprimés là quand même. Alors, je ne sais pas s'il y a une arme fatale, mais enfin, on arrive quand même. Alors, c'est vrai que le marché du travail est tendu, le rapport de force s'inverse, on le voit tous les jours. Pour autant, on recrute environ 2500 personnes par an, dont 800 stagiaires et alternants. Donc, pour nous, c'est une source importante de recrutement. Faire venir des jeunes, les accompagner pendant leur formation et puis, quand on le peut, les garder, évidemment. Je crois qu'aujourd'hui, une chose est importante, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qui se passe en interne se sait à l'extérieur de l'entreprise. Donc, il ne faut pas trop se raconter d'histoires et se dire qu'aujourd'hui, nos meilleurs ambassadeurs, ce sont nos collaborateurs. Aujourd'hui, chez Nexity, on parle beaucoup d'esprit entrepreneurial. Oui, on a mis en place un incubateur, un start-up studio. Ça permet de faire venir des collaborateurs et surtout ça permet de fidéliser des collaborateurs qui à un moment donné ont envie de créer, ont une idée, une innovation sur un produit, sur un métier et de se dire je vais pouvoir le développer tout en conservant quand même mon contrat et mon salaire quand même. Donc c'est assez confortable tout en leur donnant la chance de pouvoir laisser place à leur créativité, à leur innovation et c'est ce qu'on attend d'un collaborateur. On lance beaucoup de concours à idées aussi sur l'innovation. Juste pour vous donner une tendance, en 2018, on a 1300 collaborateurs qui ont fait part d'une idée innovante. Certaines, puisqu'après il y a une sélection qui se fait par l'ensemble des collaborateurs, donc c'est assez fédérateur pour le coup. Et puis certaines, on a des vrais projets qui aboutissent. Alors parfois sous un mode start-up, c'est-à-dire qu'on va les
leur proposer de vivre leur entreprise à l'extérieur, ou alors un vrai produit qui est développé en interne dans l'entreprise. Donc énormément de choses qui ont un lien, je suis assez d'accord, avec l'innovation, avec la créativité, même si on ne parle pas forcément de blockchain ou de choses comme ça, mais se dire qu'on a aussi ce qu'on appelle la fabrique by Nexity, et donc on forme l'ensemble de nos collaborateurs, en tout cas ceux qui le souhaitent, au nouvel mode de travail collaboratif, design thinking, lean startup, facilitation, etc. Parce que sur les profils, ce qu'on attend surtout, c'est effectivement de la curiosité. Et se dire que si on a des collaborateurs qui ont envie de nous rejoindre, ils se disent aussi que finalement, avec ces nouvelles méthodes, ils vont travailler sur des projets de temps en temps dans l'année qui les sortent de leur cœur de métier. Et donc rencontrer d'autres personnes, pouvoir développer des compétences. Donc on arrive quand même à recruter. Je ne dis pas que c'est toujours très facile, mais heureusement. Et est-ce qu'on recrute par rapport à des grands idéaux? Vous savez, aujourd'hui, on nous dit que les jeunes générations sont attirées par des entreprises qui donnent du sens à leur métier. Je mets des grosses guillemets parce que c'est pas que les jeunes générations. Hein. Je veux dire, tout le monde cherche à avoir un boulot qui a du sens, évidemment. Et le salaire qui va avec, tant qu'à faire, ou la rémunération, en tous les cas, qui va avec. Est-ce qu'on arrive à attirer en disant que on va travailler sur le logement pour tous, qu'on va travailler pour réduire la solitude dans les villes? Exactement. Moi, je pense que... Alors, effectivement, donner du sens, je vous rejoins, ça veut dire quoi, donner du sens? Nous, on est très attachés à l'utilité, à ce terme-là, c'est-à-dire que l'utilité... pour nos clients, mais aussi l'utilité sociétale, environnementale. Je vous donne un exemple concret. Dès la semaine prochaine, on accueille, on l'a fait l'an dernier et on le renouvelle, on accueille 300 jeunes stagiaires donc de collège. Hein, c'est le fameux stage de 3e. Si on n'a pas de réseau, si on n'a pas de famille dans l'entreprise, c'est quasiment impossible. Donc on accueille 300 jeunes issus des QPV. Et donc, c'est-à-dire qu'on a mobilisé 300 managers ou collaborateurs de l'entreprise pour accueillir un gamin qui souvent n'a pas les codes de l'entreprise, voire même pas du tout. Et donc, essayer de leur expliquer notre métier, ce qu'on fait, notre entreprise, leur donner envie. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi créé Nexity Non-Profit. En fait, Nexity s'est engagé à construire 600 logements par an pour ce qu'on appelle des pensions de famille, pour des personnes qui sont en fait en rupture de tout dans la vie, qui n'ont plus de travail, plus de logement et qui sont perdues. Et donc, on s'engage sans faire aucun profit. Voilà un autre exemple. On permet aussi à nos collaborateurs, une fois par an, de s'engager dans une association, faire une journée de mécénat de compétences, donc dans une association qu'on leur propose, qui a quand même un lien avec nos métiers ou avec l'emploi, pour aller mettre au service d'une association nos compétences, nos savoir-faire. Et on en entend beaucoup parler. Donc je pense que donner du sens, c'est se dire finalement comment on impacte, comment on rejoint la tribu Nexity et quelle empreinte on laisse dans la ville, dans la cité, comment on est utile finalement autour de nous. Alain Dina aime bien dire on ne peut pas être une entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Et donc, il nous pousse toujours effectivement à rejoindre ce sentiment d'utilité au-delà du business. Thomas, est-ce que vous pensez qu'on peut attirer comme ça sur des grands idéaux, enfin ou satisfaire des aspirations de jeunes qui veulent changer la société concrètement, qui veulent travailler sur le meilleur logement, qui veulent travailler sur la plus grande mixité sociale? Est-ce que c'est des promesses que vous pouvez faire, que vous faites et qui marchent ou pas? Complètement. D'ailleurs, je pense que les entreprises le font d'ailleurs parce que la nouvelle génération a besoin de ça. Donc je pense qu'il y a un vrai changement aussi des entreprises par les nouvelles générations. Nous, on se fait vraiment des nœuds au cerveau aussi parce qu'on travaille sur le logement, sur des mètres carrés où des personnes vont dormir. Et on se fait un peu des nœuds au cerveau sur comment est-ce qu'on va réussir à avoir une approche RSE alors qu'on est une petite start-up et qu'on est rentable sur la partie business, mais que malgré tout, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'en ont pas? Donc on réfléchit à ça. Ensuite, sur les talents, bien entendu, on est en recherche. Il y a en fait une pénurie. Alors, c'est pas lié que à l'immobilier ou au secteur de l'immobilier, c'est dans tous les secteurs. Il y a une vraie pénurie. Il y a un rebalancement qui a été fait, je pense, dans le recrutement vers le pouvoir et maintenant chez le candidat, plus chez l'employeur. Alors, c'est encore plus vrai sur la tech. Aujourd'hui, nous, on travaille sur les meilleures technologies, les dernières technologies pour pouvoir attirer des nouveaux profils. On fait un travail d'éducation, en effet, on va d'abord bosser des algos, ensuite on fera du machine learning, puis on fera de l'intelligence artificielle. Et donc on éduque aussi nos techs là-dessus. Ensuite, sur la partie commerciale, on en parlait, mais
Le métier de, j'en parlais tout à l'heure, il n'y a que 3 personnes en effet qui ont fait de l'immobilier avant. On a pris aussi un peu une claque quand ces personnes-là sont arrivées parce que c'est un vrai métier. Il y a des codes, il y a des sujets légaux, il y a des sujets de marketing, il y a des sujets de pricing, il y a des sujets de relations clients. C'est un métier extrêmement complexe. J'ai pas vu aujourd'hui de métier aussi complexe que celui de l'agent immobilier, en tout cas sur lequel il y avait différentes verticales. Et c'est passionnant de bosser dessus. Mais du coup, il faut sourcer le profil, faut le recruter, faut l'onboarder, faut ensuite le développer, faut le former du coup. Là-dessus, on se fait aider aussi par des externes. En ce moment même, il y a une formation commerciale pour l'ensemble de l'équipe commerciale de Liberkeys. Donc nos villes de Lyon et Nice sont rapatriées à Paris pour être formées. Et ensuite, il y a aussi l'outboarding, puisqu'il y a des personnes, alors nous, ça n'est pas encore le cas, mais on a moins de 2 ans. Offboarding. Hein, Offboarding ou outboarding. On aide le collaborateur à sortir. S'il veut sortir. Nous, on n'a pas le cas encore, parce qu'on n'a qu'1 an et demi, mais dans 2 ans, dans 3 ans, on aura des outboarding. Et le but, c'est que la personne sorte de l'entreprise dans de bonnes conditions. Et donc, il y a tous ces sujets-là sur lesquels on travaille actuellement. C'est extrêmement complexe. Et du coup, on a un vrai enjeu. On a 2 nerfs de la guerre. Hein, c'est la techno pour rendre plus productif et plus heureux notre agent, et le nombre d'agents Liberkeys qu'on aura pour faire davantage de business. D'accord. Alexis, je suis totalement aligné. Ouais, vous êtes complètement aligné aussi. Alexis, est-ce que vous avez des exemples en tête de clients justement qui font des efforts particuliers par rapport à leur marque employeur? Vous savez, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils travaillent leur marque employeur pour pouvoir attirer, alors que c'est pas simple. Peut-être déjà pour revenir sur ce qui a été dit, nous, effectivement, donc comme on est executive search, donc on est plutôt sur des cadres. La pénurie en main-d'œuvre, mais c'est une pénurie de cadres de manière générale aujourd'hui. On a un marché, moi je l'ai vu c'est une 20aine d'années que je fais ce métier, qui s'est totalement inversé, avec effectivement une vraie difficulté à capter les gens. Et peut-être, je prends toujours un parallèle, parce que donc la question c'est est-ce que le secteur attire moins parce qu'il n'est pas innovant? J'étais, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une intervention à l'ADRA, qui est dans le domaine des achats. Puisqu'on a ce secteur-là sous ma coupe. Et c'est exactement la même problématique. C'est un secteur qui se transforme beaucoup. La supply aujourd'hui est au cœur d'énormément de modifications. C'est, avec le lean. Et en fait, je prends le parallèle. Avant le recrutement, alors encore plus les intermédiaires, on était entre guillemets des cueilleurs. Donc on passait les annonces, on attendait que les candidats viennent vers nous. Et je prends le parallèle avec la révolution des canuts. C'est la première révolution industrielle au milieu du 19e. Je ne suis pas un grand historien. Mais globalement, la machine à tisser arrive. C'est un peu comme l'innovation qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et à l'époque, on voulait vivre en travaillant ou mourir en combattant. Et on casse les machines, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu ça, je dis soyons des tisseurs. On se doit aujourd'hui, nous, d'être hyper proactifs dans la manière d'aller chercher les candidats. C'est ce que font également nos partenaires. On fait beaucoup de projets de transformation. Alors, Badenoch fait partie du groupe ADECO, donc on est sensibilisé à ça avec le CDI intérimaire, avec la mise en place de CFA qu'on a mis en place avec le ministère, effectivement, Muriel Pénicaud, sur des métiers qui sont pénuriques. Il y a des domaines aujourd'hui où on sait qu'on a une carence de compétences pendant les 10 prochaines années. Ouais. Donc voilà, il faut prendre son parti et avancer. Et aujourd'hui, ce qui est demandé, maintenant je parle pour nous en tant qu'intermédiaire, c'est effectivement de porter aujourd'hui, d'être l'antichambre finalement lors des entretiens, des entretiens que les candidats vont avoir avec l'entreprise. Et oui, ils sont très très attachés. Je vais prendre le cas de la promotion immobilière, parce qu'il y a beaucoup de promoteurs différents. Nous, on travaille avec peu, mais qui chacun ont une spécificité. Un acteur comme Alila a une particularité dans le domaine, avec Hervé Legros apporte une patine spécifique. Vous avez des historiques, des acteurs qui font bouger un peu le marché. Et aujourd'hui, les candidats, si vous voulez, on ne présente plus, nous, en tout cas, un candidat sur X offres. Il y a vraiment une histoire d'ADN et de compatibilité qui est très, très importante. Que vous travaillez on travaille effectivement. À quel stade? Ça dépend de la degré de relation. Alors encore une fois, on a des entreprises qui se servent de nous comme entre guillemets de simples chasseurs de tête et qui veulent un copier-coller. Et c'est aussi notre travail que d'aller chercher le directeur du développement Île-de-France et qui fait ça depuis 15 ans. À un moment, il faut aussi trouver les compétences. Mais à côté de ça, avec d'autres acteurs, on agit sur l'onboarding dont on parlait avant, c'est-à-dire la manière d'accueillir les candidats, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse instabilité par rapport à ça. Et ce qu'on disait en amont, le pré-boarding, qui est cette période, j'ai signé mon contrat, mais je ne suis pas encore dans l'entreprise, qui est une période aujourd'hui extrêmement charnière. Donc on travaille avec nos clients, les entreprises, justement, sur ces sujets de réflexion. Voilà. Vincent, vous vouliez réagir? J'aime bien l'exemple d'Alila aussi, que je connais très bien et qui me semble assez bien en point de ces sujets. Sur le sujet des talents, et pardon, je ne veux pas être pessimiste, mais il faut savoir d'où on part. Et au contraire, je suis assez enthousiaste, mais j'essaie de comprendre quand même d'où on part. Ne nous déprimez pas, non, mais les talents viennent peu où on a du mal à les faire venir dans le secteur, parce que je pense qu'il y a aussi une responsabilité du secteur, et je m'inclus dedans parce que je travaille dedans depuis 5 ou 6 ans. Quand on parle de logement dans le débat public, on parle de quoi? Du prix de l'immobilier qui explose,
les gens qui connaissent pas le secteur, ils en déduisent les promoteurs se gavent. C'est ça le message pour ceux qui sont pas dans le secteur, qui comprennent pas, ils voient ça. Ou alors on parle des avantages fiscaux. Telle bataille pour savoir si le Pinel va être sauvé, pas sauvé, c'est le débat qui va nous occuper toute l'année 2020, là je sens. Mais les gens s'en foutent royalement. Non mais on va parler d'un secteur parce qu'il y a un avantage fiscal plus ou moins justifié, etc. Quand on parle d'automobile, on parle de quoi? On parle de voitures autonomes. Quand on parle de transport, on parle du train supersonique. Quand on parle de logistique, on en a parlé, on parle de drones. Ouais. Donc c'est aussi à nous de mettre en avant d'autres sujets que simplement ce qui sont un peu les rengaines du secteur. Il n'y a pas de foncier, il y a un avantage fiscal. Tout ça est vrai et c'est nécessaire, mais ça ne va pas être l'alpha et l'oméga. J'avais eu l'occasion de le dire à l'Indina sur un plateau de télé, de dire il faut aussi qu'on aille à se projeter et à dire aussi, voilà, le secteur, voilà, montrer ce qu'on fait de bien. Ouais. Et là où je suis enthousiaste, c'est que si on regarde un peu les aspirations des nouvelles générations, même si parfois on a tendance à simplifier les choses, mais les gens veulent des jobs qui ont du sens, palpables, concrets. Bah, quoi de mieux que l'immobilier pour ça? Quoi de plus enthousiasmant que de résoudre ce qui, à mon avis, ou de répondre à ce qui, à mon avis, le défi du siècle, c'est-à-dire la question urbaine. En gros, il y a de plus en plus de gens qui veulent vivre dans les villes, et aujourd'hui, on ne sait pas où les loger. Donc la question du logement abordable, la question de construire la ville sur la ville, tous ces sujets-là, c'est hyper enthousiasmant. Quand on parle des investissements d'avenir, époque Sarko avec Rocard et Juppé, personne n'a eu l'idée de mettre la construction dedans. Mais je pense qu'à l'époque, on aurait dit ça, les gens auraient rigolé. Mais pourtant, s'il y a bien un investissement d'avenir, c'est celui qui va nous permettre de régler la question urbaine. Okay. Donc je pense que c'est aussi ça. Alors, les promoteurs le font aussi, je ne veux pas caricaturer, mais je pense que le secteur, parfois, n'a pas assez fait, il n'a pas assez montré ce qui se faisait bien. Et l'exemple d'Alila me semble intéressant. Moi, je connais bien les promoteurs traditionnels. Je mets Nexity de côté parce que, pour le coup, vous avez cette politique sur le non-profit, etc. Et c'est pas parce que vous êtes là, mais je le pense vraiment. Mais les promoteurs traditionnels, quand ils vous parlent du logement social, on a l'impression que c'est l'horreur. On est obligé de faire du logement social. C'est vrai. Non, mais le discours, c'est on est obligé de faire 30% de logements sociaux. Et ben Hervé Legros, il est arrivé un jour, il a dit moi je vais faire que ça et je vais le faire de manière enthousiasmante. Je vais dire que c'est super, etc. Et ben il fait 10 000 logements par an et il a pris une part de marché hyper importante. C'est aussi dans le discours parfois. On aurait pu l'avoir. Je rendais juste là-dessus parce que c'est intéressant parce que comme tu es rapporteur à la mission, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé par rapport au secteur. C'est que moi j'y mets quand même parle pour moi, mais la responsabilité également pour le coup des politiques. Parce que c'est un secteur qui est quand même très instrumentalisé. Et à un moment, on parle du besoin dans certaines zones de logement, mais aujourd'hui, et pour en avoir parlé avec Hervé, si à un moment, justement, les promoteurs ne sont pas en mesure de pouvoir livrer, c'est parce qu'à un moment, à l'approche d'élection, le politique souhaite arrêter les projets, souhaite qu'il n'y ait plus de grue dans sa ville, etc. Ouais. Et c'est, pour le coup, en France, c'est un secteur qui est très contraint et sur lequel l'État, de manière générale, cible beaucoup parce que c'est un secteur qui ne peut pas s'enfuir. Donc il n'a pas la même liberté, je trouve, et il n'y a pas la même instrumentalisation faite par les politiques sur l'immobilier, qu'ils animent à tort ou à raison, et que sur la partie industrielle. Ce n'est pas que de la responsabilité des promoteurs. Ok, ce qui devait être dit est dit. Mais on ne va pas terminer ce débat sur une énième critique des politiques, vous êtes d'accord? On fait un petit exercice de prospective, si vous voulez bien. On va débrider nos imaginations. On en parlait au téléphone avant. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez bossé, on verra bien. Est-ce que vous auriez envie de partager avec le public qui est présent ce sera quoi les métiers du futur de l'immobilier? Les métiers du futur, mais des trucs qui n'existent pas, mais auxquels vous avez pensé en observant l'évolution du secteur. Vincent. Je pense qu'il y a un truc, et c'est bien parce que vous me tendez la perche avec la question des municipales. Ouais. Il y a la position défensive qui est de dire maire bâtir, maire battu. Donc en fait, le maire c'est un con, il veut pas que je construise. Ça c'est la phrase des promoteurs classiques. Et ils ont raison en plus souvent. Je trouve parce qu'ils ont raison souvent. Mais il y a une autre façon de voir le problème, c'est de dire comment je fais en sorte que le maire il subisse moins les conséquences négatives du chantier. Ça s'appelle réduire les nuisances. Aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, vous avez des entreprises de la construction en France qui font plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, dans lesquelles il n'y a pas une personne dans la boîte qui réfléchit à comment je réduis les nuisances du chantier. Donc vous dites qu'il va y avoir un chargé de réduction des nuisances. Je pense que c'est un des nouveaux métiers, une nouvelle expertise. Je ne sais pas si c'est un métier. En tout cas, peut-être ça sera internalisé dans les cabinets d'archi, je ne sais pas. Encore une fois, mais je pense qu'un des besoins, c'est quand même, comme on construit la ville sur la ville, on construit à côté de gens qui habitent là, qui sont payés cher et très cher et qui ne veulent pas avoir des nuisances. Et donc, je pense que soit chez un promoteur, soit chez un archi, soit chez un constructeur, développer une expertise de comment j'arrive à réduire les nuisances sans promettre le grand soir. Mais il y a pas mal de petites solutions qui existent. La FFB a sorti un livre blanc qui, à cet égard, est plutôt intéressant. Je pense que ça fait partie de... Voilà. Et en fait, on dit la même chose que le maire ne veut pas que je construise, mais c'est un angle différent. Ouais, c'est intéressant. Donc, je pense que c'est plus enthousiasmant, quoi. Thomas, vous avez une idée? Alors j'ai une première réponse. Enfin, en tout cas, merci Vincent. Je voudrais rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. Il faut rendre sexy l'immobilier quand même. Donc faut arriver à le vendre. Ouais. Il faut arriver à aller chercher les nouvelles générations et l'amener dans le secteur parce qu'elles ont énormément de choses à apporter. Donc pour ça, en effet, je trouve que vous avez. Enfin, je suis totalement d'accord avec vous.
Ensuite, sur les nouveaux métiers, alors, nous, on se focalise aujourd'hui sur le métier de l'agent immobilier. On considère que l'agent immobilier, c'est un intermédiaire. On cherche vraiment à réintermédier la transaction immobilière et à ramener de l'humain dedans via la technologie. Donc on est vraiment une boîte tech fondamentalement. Et pour nous, les métiers de demain dans l'immobilier, en tout cas sur le métier de l'agent, ce sera l'agent, toujours. Et ce sera également un ensemble de métiers tech qui vont être notamment sur la donnée, mais également sur du back-end ou du front-end. Donc assez classique. En revanche, je tiens à préciser que l'agent, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas forcément épiloguer sur une multitude de nouveaux métiers sur le métier d'agent immobilier, notamment la transaction et la location. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est à l'instar d'un notaire ou d'un médecin, je pense qu'il deviendra un peu le conseiller de la famille sur les sujets de logement, d'immobilier. Et nous, ce qu'on aimerait arriver à faire, et c'est notre mission, et c'est une des raisons, c'est une des manières dont on essaie d'attirer aussi de nouveaux profils. On a théorisé une mission chez Liberkeys, et notre mission, c'est de rendre consommable l'immobilier, donc consommable, le terme est extrêmement important, consommable l'immobilier pour n'importe qui, de manière pratique, simple et abordable. Et si demain, Liberkeys a trouvé un matériau pour construire des logements à 2 €, bah, on construira des logements. Mais ce sera une extension de Liberkeys. En tous les cas, c'est notre mission. Vous, le métier du futur, c'est l'agent augmenté sexy. L'agent augmenté sexy, s'il peut être sexy, c'est encore mieux. Sophie Audebert, est-ce que vous avez une idée de métier du futur qui pourrait encore émerger, dont personne n'a jamais parlé ? Alors, je ne sais pas si personne n'en a jamais parlé, mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Il y a certainement des métiers où on va devoir j'y retourne de l'environnement, du développement, comment on réintroduit le végétal, tout ce qui est environnemental, aller un peu plus loin, trouver des matériaux de recyclage, comment on va rénover des bâtiments, de la rénovation énergétique aussi. Donc je pense qu'il y a tout un volet de métier autour de cela, évidemment. Je pense aussi que la place de l'humain, du conseil, de la relation au client, elle sera peut-être différente, un peu évolutive. Aujourd'hui, on voit que nos clients, en tout cas le particulier, il n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup de disponibilité. Est-ce qu'il ne faut pas aussi trouver un moyen de se rendre plus disponible, nous, pour répondre à ces contraintes? Donc, je ne sais pas, le week-end, le soir, lui donner des outils pour qu'il puisse... Il l'a déjà, on voit tous, on passe beaucoup de temps à regarder des logements sur Internet, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin, justement, pour rendre service, quoi? En fait, toujours avec le client en finalité. Mais ça s'appellerait comment, ce métier? Comment? Ça s'appellerait comment? Ça, je ne sais pas comment il s'appellerait. Ça s'appellerait Jimmy. Enfin, comment? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est un agent sexy, augmenté et super disponible, peut-être. Et il y a aussi des métiers qu'on connaissait moins. Alors là, c'est un nouveau métier de Nexity, mais des métiers dont on parlait pas beaucoup, qui n'existaient pas forcément il y a 20 ans, et je pense qu'on verra quand même naître de plus en plus. C'est autour de la silver economy, des résidences seniors. Et je pense que là, c'est vraiment... il y a beaucoup d'attentes. Il y a un gros enjeu. Il y a un enjeu important. On le voit, on a des métiers donc, chez Gîtes Domitis où on exploite des résidences seniors non médicalisées, mais on a recréé des métiers où en fait ce sont des animateurs, des personnes qui sont là au service des autres, des personnes âgées, mais pour leur donner un sens, un nouveau sens, et adapter leur habitat aussi, en fait. Donc je pense qu'il y a une vraie niche sur cette activité. Animateur, je ne sais pas quoi, pour résidence senior. Ce serait peut-être un et il y a une vraie demande, une vraie attente, parce que ce sont quand même des personnes qui vont bien, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de vivre, d'être peut-être en collectivité, avec des espaces dans une résidence, avec des appartements, mais aussi des espaces communs. Enfin, il y a toute une réflexion à mener. Intéressant. Alexis, on termine avec vous. Est-ce que vous avez une idée de métier du futur qui pourrait encore émerger? Alors moi, ce qui commence à émerger un petit peu, on va dire, et je rejoins quand même le côté industrialisation. En effet, je trouve qu'il y a une partie qui n'est pas suffisamment développée encore, c'est ce qu'on appelle, alors, on est dans les tech, dans la contech, donc c'est lié à la construction. Donc c'est l'émergence des structures et des startups pour la construction. Par exemple, l'impression 4D est en train d'arriver concrètement. Il y a l'impression 3D, on peut faire un objet et demain il pourra évoluer au contact d'un liquide, etc. Voilà, bref, avoir des spécificités propres. Donc ça, c'est les choses effectivement qui sont en train d'être déployées.
C'est tout bête, mais je parlais dans le cadre d'une chasse avec un directeur, celui qui a mené qui mène toujours le projet de Roland Garros. Donc il y a une très très belle opération, une grosse opération de Vinci, une des plus grosses actuellement en France. Et ils ont commencé. Alors j'habite pas très loin. Je dois avouer que pour le coup, on parle de non-nuisance. Je pense que le quartier est difficile en termes de nuisance pour pas qu'il y en ait. Et il n'y en a pas eu tant que ça. C'est un chantier qui a été extrêmement bien mené et qui a fait, par exemple, qui a utilisé des drones dans la manière, dans la surveillance, etc. Ça fait partie de choses aussi assez concrètes. Et je pense en effet que la construction, sur les entreprises de construction, il y a beaucoup de choses encore en termes d'innovation. Et on va avoir des métiers qui vont poindre assez rapidement. Voilà. Ok. Moi, j'ai une dernière idée. Vous me dites si c'est nouveau ou pas, parce que moi, je ne connais pas très très bien ce secteur. C'est quoi cette histoire de spécialiste de smart contract, donc, qui sont des contrats intelligents qui permettraient aux plus modestes d'accéder à la propriété? Alors voilà, Vincent, il lève les yeux au ciel. Ça, c'est les gens de la blockchain qui racontent n'importe quoi toute la journée, parce que c'est... Je veux dire, les achats fractionnels, on laisse tomber. Il y a 2-3 leviers pour réduire le coût du logement, le démembrement, construire moins cher, le foncier. Mais enfin, je vois pas en quoi les 100 € qu'on va économiser sur le contrat. Voilà. C'était pas du tout une bonne idée. Donc les achats fractionnels, on laisse tomber. Je sais pas, peut-être que tu es pas d'accord, peut-être que quand même pas d'accord. Non, personne n'est d'accord. Ok, tout va bien. Il me reste à vous remercier, parce que je crois qu'on a terminé. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés.